Geneviève Rossi qui est à Ottawa pour en savoir davantage. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Dominique. Alors racontez-nous d'abord comment ça s'est passé là ce soir. Bien écoutez, au beau milieu du débat, de façon tout à fait inattendue, la modératrice, Madame Lamarche, se serait affaissée après un malaise. Et immédiatement, M. Duceppe, je crois, a été le premier à suggérer qu'on interrompe tout de suite le débat. Le débat est donc interrompu. Et Madame Lamarche, il a fallu environ 8 à 10 minutes, peut-être un peu plus longtemps même, jusqu'à ce qu'une ambulance ou se rende sur les lieux du centre de conférence où se tenaient les débats. Et Madame Lamarche a ensuite été évacuée en ambulance. On dit, des témoins qui étaient là, on dit que Mme Lamarche se plaignait un peu de la chaleur et on a vu peut-être dans les minutes qui ont précédé qu'elle semblait un peu avoir perdu le contrôle de la situation et elle aurait vomi violemment et elle est sortie, mais quand elle est sortie, elle était consciente. Mme Lamarche avait repris conscience. Mais Geneviève, elle s'est évanouie en pleine question, là, en pleine question de Jean-François Lépine, je crois. Oui, exactement. Et évidemment, tout ça a causé tout un émoi dans la salle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tout à fait clair à savoir si on avait prévu la présence d'un médecin sur place, mais heureusement, il y avait là un médecin. Il semble qu'un cardiologue qui, semble-t-il, était là de façon tout à fait par hasard, qui s'est tout de suite rendu à son chevet. Quant à la nature du malaise, on ne sait pas vraiment. Il semble que ça ne soit pas une crise cardiaque, mais c'est beaucoup trop tôt pour dire quel serait le diagnostic. Ça, on n'en a pour le moment aucune idée. Geneviève, vous avez parlé à des gens qui ont été témoins aussi de certaines choses ce soir? Oui, entre autres, la journaliste qui était présente dans la salle, Huguette Young, qui nous décrit comment ça s'est passé. D'accord. En tout cas, elle s'est écroulée, elle est tombée complètement par en arrière. Et puis, elle a perdu connaissance. Et puis, les ambulanciers sont venus, elle a vomi. Et puis, elle a émis des sons très rauques, comme si elle était profondément en douleur. Mais c'est difficile. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Quelqu'un a demandé si elle était diabète. Geneviève, est-ce qu'on va reprendre le débat maintenant? Qu'est-ce qui va devenir du reste du débat? Écoutez, les gens qui organisent le débat nous ont dit que c'est bien difficile. Bon, on n'en a pas parlé pour le moment, mais que ce serait très difficile probablement de réunir une nouvelle fois les 5 chefs politiques qui ont des horaires, comme on le sait, très chargés. Donc tout ça s'est terminé comme ça. On nous a simplement dit qu'on en parlerait, mais que ça semblait très peu probable qu'il y ait un autre débat. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que ce qui s'est passé ce soir illustre peut-être la nécessité de savoir qu'est-ce que la présence d'un médecin. Il semble que ça ne soit pas toujours le cas que quand le premier ministre se déplace, il n'y ait pas systématiquement un médecin à ses côtés. Et c'est cette question-là qui est soulevée par tout ça. Surtout dans des moments plus tendus. Merci beaucoup, Geneviève. Au revoir, Dominique. Au revoir. Cela dit, les chefs ont quand même débattu des principaux enjeux de la campagne pendant presque 2 heures, là, avant le malaise de Mme Lamarche. Comme il l'avait fait hier en anglais, le chef conservateur Jean Charest s'est imposé, mais le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, qui comptait sur ce débat pour relancer sa campagne, n'a pas pu profiter du thème de l'unité nationale pour marquer des points, puisque l'émission a été interrompue. Voici là-dessus le compte-rendu de Daniel Leroux. Pour qu'on vous entende bien. Cela faisait à peine 20 minutes que le débat était commencé, que déjà il y avait de l'électricité dans l'air. Il faut, maintenant qu'on est en bonne posture, établir un fonds de réserve. C'est ça qui est de l'assurance. Vous n'avez un fonds de réserve. Alors on fait C'est Gilles Duceppe qui avait parti le bal en dénonçant les baisses d'impôts proposées par les conservateurs. C'est les plus riches qui s'en sortent. Les propositions de M. Charest vont dans le sens des plus riches. C'est qu'avec des impôts élevés, on tue l'emploi. M. Charest n'a aucune crédibilité en la matière. La réplique de Charest à Chrétien n'a pas tardé. Il avait dit qu'il réduirait les dépenses à Ottawa de l'ordre de 19 en 1995. Il a manqué sa cible de 50 Mais il ne manque pas sa cible à chaque semaine sur le chèque de paye de chaque travailleur. Le débat en français a été ponctué de plusieurs escarmouches. Et là, on a signé avec le gouvernement du Québec. Quand Jean Chrétien a rappelé la récente entente sur la formation de la main-d'œuvre, Gilles Duceppe a sauté sur l'occasion pour placer cette remarque. Mais pourquoi vous disiez en 1994 que le rapatriement des pouvoirs en matière de main-d'œuvre au Québec, c'est un caprice? Chrétien, à la veille des élections, et là, il vous avez vu la nécessité. Oui, vous n'aviez pas plus vu, vous, M. Charest. Avec M. Duceppe, c'est toujours la faute du fédéral. Il y a des toujours chiffres, la faute du fédéral. Il y a des chiffres, là.
La semaine passée, j'ai eu la surprise de ma vie. Il y avait quelque chose qui n'était pas à faute du fédéral. C'est que le chauffeur d'autobus s'est trompé en suivant les directives de M. Duceppe. Le premier ministre pensait sans doute marquer des points en rappelant la baisse des taux d'intérêt. On a mis de l'ordre dans les finances publiques. Et aujourd'hui, on a les taux d'intérêt les plus faibles qu'on a eus en 35 ans. Ça veut dire que l'argent va immédiatement dans la poche des consommateurs. Si M. Chrétien prenait la peine de se promener à Montréal ou se promener au Québec, il verrait beaucoup d'enseignes de maisons à vendre, maisons secondaires à vendre. Ce qu'il réaliserait, là, c'est qu'on a beau baisser les taux d'intérêt, la consommation n'a pas augmenté. Pour cette personne qui n'a plus d'emploi, pour cette personne qui bien souvent n'a même pas le droit à l'aide sociale, à moins de vendre sa maison, il ne peut pas jouir des nouveaux taux d'intérêt. Mais à qui la faute si ça va mal, répond Jean Chrétien. À ceux qui ne font que parler de référendum et de séparation. Regardez ce qui est arrivé à la ville de Montréal depuis que vous faites des référendums et que vous avez créé l'incertitude systématique au Québec. C'est devenu une ville où il y a de la misère comme il n'y en a pas nulle part ailleurs. D'un côté, un premier ministre, M. Chrétien, qui ne semble pas savoir que des taux d'intérêt bas, ça n'aide pas les gens pauvres, les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui n'ont pas le moyen d'emprunter. Puis d'un autre côté, M. Duceppe qui vient de nous annoncer que l'incertitude politique, ça n'a pas de conséquences économiques. Deux personnes déconnectées de la réalité. Bien sûr qu'Alexa McDonough, dans un français fort acceptable, et Preston Manning, en traduction, sont eux aussi intervenus, mais essentiellement, le débat s'est mené entre les trois chefs francophones. Daniel Lheureux, Radio-Canada, Ottawa. Québec a rendu publique une lettre d'Ottawa qui demande à toutes les provinces d'adopter une version française de la Constitution de 82 qui n'a jamais été traduite. Une proposition qu'a refusée le vice-premier ministre Bernard Landry en disant qu'il n'était pas question d'adopter un document que le gouvernement québécois n'avait jamais voulu reconnaître. Les explications de Patrice Roy. La semaine dernière, le bureau du premier ministre recevait copie d'une lettre d'Ottawa demandant au Québec d'adopter une version française de la Constitution de 1982. Des munitions rêvées pour les souverainistes afin de rappeler l'isolement du Québec en 1981 et le rapatriement de la Constitution sans le consentement du Québec l'année suivante. Ils veulent que l'Assemblée nationale adopte le résultat de la nuit des longs couteaux. Bref, comme l'avait aussi refusé Robert Bourassa, le gouvernement actuel du Québec n'adoptera pas une traduction française d'une constitution qui n'est toujours pas reconnue. Est-ce que M. Chrétien pourrait prendre acte de la tragédie qu'il a provoquée, dont il a été un des opérateurs les plus actifs, et est-ce qu'il pourrait cesser la comédie ou l'arrogance de venir maintenant nous demander d'entériner la traduction officielle de ce forfait? Mais est-ce que la Constitution canadienne devient invalide si elle ne peut être traduite en français, comme l'exige un des articles de la loi de 82? Bernard Landry souligne que des lois québécoises ont déjà été invalidées parce qu'elles n'avaient pas été écrites en anglais. Si la même Cour a décidé que dans un litige opposant le gouvernement du Québec et la CEQ, une loi du Québec sur un événement devait être en français pour être valide, j'imagine qu'il ne faut pas être docteur en droit d'Osgood Hall pour prétendre que ça s'applique aussi à la Constitution du pays. Or, rien n'est simple en matière de Constitution. Si une loi peut être invalidée, ce n'est pas le cas pour la Constitution d'un pays. Mais la Constitution ne peut pas s'auto-détruire, elle ne peut pas se détruire elle-même, l'estomac ne peut pas se digérer lui-même. Ça serait un contresens. À ce moment-là, on se réveillerait le lendemain d'un jugement de la Cour suprême là-dessus, par exemple. Il n'y aurait plus de Constitution, alors il n'y aurait plus de loi, il n'y aurait plus rien, ça serait l'anarchie. N'empêche, si Ottawa ne réussit pas à faire voter les deux versions de la Constitution dans les deux langues officielles, le fédéral aura failli à son devoir constitutionnel. Bien, on souhaite qu'en effet, notre Constitution soit écrite dans les deux langues, reconnue officiellement dans les deux langues. Alors qu'Ottawa veut référer à la Constitution de 1982 pour dicter les règles du jeu lors du prochain référendum, il serait pour le moins politiquement plus confortable que la Constitution soit rédigée dans les deux langues officielles. Patrice Roy, Radio-Canada, Québec. Le premier ministre Lucien Bouchard considère que la page est close sur l'affaire Parizeau, mais il maintient toutes les déclarations qu'il a faites depuis mercredi dernier sur cet épisode qu'il juge embarrassant pour les souverainistes. J'ai continuellement répété durant ces 2 journées que la preuve a été administrée de façon éclatante, que M. Parizeau
avait bel et bien l'intention de respecter les engagements qui avaient été contractés. J'ai porté des jugements de valeur négatifs sur la malhabilité des rédactions qu'on a trouvées dans une partie du texte, notamment celle qui a été publiée dans le Soleil. Pour le reste, Jacques Parizeau est ce qu'il est, avec son dossier, son histoire, et je suis sûr qu'il ne craint pas que l'histoire le juge sur toute la génération qu'il a occupée dans le paysage politique du Québec. On l'a vu encore ce soir pendant le débat des chefs, la réduction des impôts est devenue un des enjeux de cette campagne électorale. Dans un moment, faut-il réduire les impôts tout de suite ou attendre que le déficit soit complètement éliminé? Pour économiser sur tes appels outre-mer, Bell a du nouveau pour toi. Avec Supermax, t'as 40% de rabais sur tous les numéros du pays où t'as le plus de frais chaque mois. 40%! Ouais, mon gros, t'as le malin voile! C'est la nouvelle vague du plan Supermax. Obtenez en tout temps 40% de rabais sur tous vos appels vers le même pays outre-mer. Maintenant, vous allez compter en partant de 10 et en descendant. 10, 9,